trouvé devant la porte d'une prison. C'est impressionnant, on se sent petit citoyen face à une grosse structure, une grosse institution, l'État, tout ce qu'il a de plus régalien. Ce jour-là, il y a 18 ans maintenant, j'avais rendez-vous avec le directeur de la prison. Je n'étais pas très fier, je sonnais, je me dis pourvu qu'il ne m'arrive pas un malheur aujourd'hui, que je rentre sain et sauf. Le surveillant qui m'ouvre la porte, il me dit « Vous constituez prisonnier, monsieur ?» Je dis « Non. » J'ai un rendez-vous avec le directeur, c'est prévu. Alors avec un sourire au coin des lèvres, il m'ouvre la porte. Je franchis la porte. Un autre qui crie sur moi de loin. Pour les draps, venez par ici. C'est aujourd'hui la distribution. Alors j'avance encore, pas très rassuré. Je rentre chez le directeur. Au contraire, lui, il était humain et ouvert. Et il voulait justement, pour sa population pénale, qui devenait difficile à gérer, il voulait un référent musulman, un aumônier musulman qui travaillerait à côté de l'aumônier catholique protestant. Depuis ce jour-là, j'y vais régulièrement dans les prisons, dans le Grand Ouest. Nous sommes aujourd'hui une équipe d'une 30aine de personnes. Et j'aimerais vous parler du profil de ces jeunes. D'abord au niveau famille, école, formation professionnelle et emploi, leur profil pénal. Ce qui m'a choqué au niveau de leur profil familial, c'est que pratiquement tous, ou les 3/4, ou les 9/10, proviennent de familles monoparentales, tout le temps. Le papa est toujours absent, pas d'autorité, et quand je leur pose la question « Il est où ton père ?», il me dit « La dernière fois je l'ai vu il y a 10 ans », ou un autre qui me dit « Je ne l'ai jamais vu ». Un jeune de 14 ans, mineur, il me dit « Mon père, celui qui m'a élevé et que je croyais être mon père, en fait, il n'est que mon beau-père. Et à l'âge de 10 ans, il me disait qu'il divorçait de ma maman et qu'il n'a jamais été mon père. Voilà le cadeau qu'il reçoit à 10 ans. » Je me rappelle par la suite, il avait les larmes aux yeux, il m'a dit « Si tu vas dans tel pays, mon papa, il habite dans tel pays, si tu veux bien me le rechercher. » Et avec l'aide d'un réseau de médecins, on a réussi à retrouver le papa qui nous a fait un courrier pour son fils. Voilà un peu le profil familial. Un autre qui me dit, moi, mineur aussi, 16 ans je crois, il me dit, moi je volais tout simplement pour donner de l'argent à maman pour qu'elle nous achète à manger. Ce sont des profils saisissants qui traduisent un peu la souffrance de certaines familles. Au niveau scolaire, pratiquement quand ils m'écrivent un petit texte, un petit mot, un rendez-vous, il y a une faute à chaque mot, une faute d'orthographe à chaque mot. La plupart décrochent et arrêtent d'aller à l'école à 13-14 ans. Il y en a un qui m'a dit ceci, j'aurais bien aimé, moi, comme mon copain, avoir une maman qui me donne un goûter quand je rentre le soir et qui me met à table pour m'aider à faire mes devoirs. Mais malheureusement, maman, quand je rentre à la maison, elle me dit, elle crie sur moi, elle me dit « Mets ton cartable dans la cuisine et va dehors ». Donc au niveau scolarité, c'est l'échec total. Et j'en suis attristé parce que pour moi, l'école, c'est quelque chose de très important. C'est le creuset de la République, c'est par là qu'on construit les citoyens. Et c'est pour ça qu'elle est, depuis Jules Ferry, obligatoire. Pour ce qui est de l'école, je peux quand même saluer une réforme prochaine ou peut-être mise en route, à savoir obligatoire dès l'âge de 3 ans pour la maternelle. Parce que ces enfants-là, généralement, ils ne vont pas à la maternelle, ils restent à la maison jusqu'à 6 ans. Peut-être qu'à 3 ans obligatoire, ils pourront apprendre un minimum de bagages et aller à l'école au CP avec un minimum de savoir, de mots, de vocabulaire. Également, dans la réforme est prévu le dédoublement des classes pour qu'on puisse, les instituteurs me disent, quand on a une classe nombreuse, on ne peut pas s'occuper des enfants issus de l'immigration. Donc voilà la scolarité. Au niveau de l'emploi et de la sécurité et de la formation professionnelle, je dis peut-être qu'ils vont s'accrocher à la formation professionnelle. J'ai demandé à un jeune qui me dit qu'il est libérable dans quelques semaines.
Je lui dis, tu ne faut pas revenir en prison. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas. Je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire comme travail? Bref, il ne sait rien faire. Et je l'ai poussé à ses derniers retranchements. Il me dit, monsieur, nous, qu'est-ce qu'on a dehors? On a soit la drogue, soit la Syrie. Voilà l'agence d'emploi qu'ils ont. Et là, j'ai compris que la Syrie, c'était une motivation purement alimentaire pour beaucoup de jeunes. Donc, famille, école, formation professionnelle. Au niveau de l'emploi, même ceux qui réussissent au niveau de l'école, généralement, ils ne sont pas acceptés. Et j'en ai connu même dans ma famille qui n'ont jamais fait la prison et la demande d'emploi est refusée. Il suffit de changer le nom, mettre le nom de quelqu'un d'autre et elle l'accepter tout de suite. Avec un profil psychiatrique, 1 sur 2 a déjà eu affaire à un médecin, un psychiatre ou un psychologue. Et le profil pénal est le suivant, et j'invente rien. Âge, les mineurs, ensuite les jeunes majeurs, 18, 25, 30 ans. Toute la population pénale en France, c'est à peu près ça, les 3/4. Les délits, ce sont des délits mineurs. Michel Foucault disait que c'est des illégalismes, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas la légalité, ils se comportent en dehors de la légalité. Souvent, c'est en rapport avec leur mode de vie dans les cités. Et la durée des peines, écoutez bien, 6-7 mois. Et après, ils sortent dehors, dans la nature. Donc, face à ces gens-là, la prison, que faut-il faire? Notre système pénal, sur quoi repose-t-il? Et dans le reste du monde aussi. Il y a 2 piliers, 2 façons de réagir. Il y a la punition et il y a la réinsertion. En France, pour des raisons peut-être historiques, religieuses ou autres, on préfère la punition. Je sais pas, dans le christianisme, Jésus il a porté la croix pour le rachat de l'humanité. À nous aussi de racheter nos fautes par la punition. Dans les pays scandinaves, c'est le contraire. Ce qui compte, ce n'est pas la punition. Ils sont des protestants, ils sont pragmatiques. Ce qui compte, c'est la réinsertion. Une journée de prison en France, elle coûte tant. Dans les pays scandinaves, elle coûte 4 fois plus, parce qu'il y a l'hébergement, la nourriture et autres, mais il y a aussi la réinsertion, apprendre un métier, écrire à ses employeurs, avoir des contacts, ainsi de suite. Notre système pénal, pour ces jeunes, à mon avis, mérite d'être revu, étudié. Privilégier la réinsertion. Une garde des Sceaux, il y a quelques années, a proposé, après 1 an de travail avec des magistrats et des praticiens, les contraintes pénales. C'est-à-dire que pour ces petits délits, il a volé une mobilette, il a fait une bagarre ou autre, le condamner à travailler, à aller à l'école, à faire une formation professionnelle, à faire un suivi médical, et ainsi de suite. On n'a pas vu le jour. Garder la prison pour les gros délits, les gens qui ont du sang sur les mains, ou les radicalisés, ou les terroristes, là je comprends. Mais même pour cela, je choisis le dialogue avec eux, et je vais les voir régulièrement, et je pensais des fois à Germaine Tillon, pendant la guerre d'Algérie dans les années 50, aller voir, elle, les gens du FLN, et elle discutait avec eux, et elle leur disait « c'est pas possible que votre religion vous autorise à tuer des gens innocents, à des gens civils ». Et elle a réussi à convaincre plus d'un pour arrêter les attentats à Alger et à Paris. Donc le dialogue, c'est une arme redoutable, même avec les terroristes. Notre regard, nous devons changer notre regard pour que notre société soit davantage soudée, davantage unie. Et pour conclure, j'aime citer cette phrase de Voltaire qui dit ceci: « Nous sommes tous égaux sur des rives si chères, sans roi, sans sujet, tous libres et tous égaux, et tous fraternels, tous frères. » Voilà ce qui pourrait nous sauver, c'est changer de regard vis-à-vis des populations démunies, au lieu de les stigmatiser, que ce soit dans les banlieues, dans les prisons, dans les hôpitaux, les personnes âgées ou les jeunes, de façon à ce que la France puisse s'atteler à des défis majeurs qui sont d'ordre économique, géopolitique et autres. Ne rajoutons pas notre désunion, notre regard réducteur sur les uns et sur les autres.
Je vous remercie.